Notre invité de ce matin, Antoine Léaumont, qui est député LFI de l'Essonne. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, l'enquête avance. Je vais commencer avec les prisons. Tir à l'arme automatique contre une prison à Toulon. Incendie de véhicules appartenant à des surveillants pénitentiaires et même un hall d'immeuble, début d'incendie. Bon, des voitures taguées. L'enquête avance. L'enquête qui a été confiée d'ailleurs à la division antiterroriste. L'enquête avance. Apparemment, je reste prudent. Apparemment, ça vient du narcotrafic et des narcotrafiquants. Est-ce que ces gens-là, ce que je vais qualifier de caïds de la drogue, d'une manière un peu spectaculaire, sont en train de défier l'État ? Déjà, il faudrait savoir si c'est bien eux qui sont à l'origine de ces attaques de prison. Moi, je commence par dire mon soutien au personnel pénitentiaire qui sont à l'intérieur des prisons et qui sont visés par ces attaques d'une certaine manière. Bon. Ensuite, savoir qui c'est, il est assez évident que cela pourrait être des personnes liées au narcotrafic, et notamment parce qu'il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être associées à des méthodes de pression, des méthodes d'intimidation, qui peuvent être celles des narcotrafiquants. Ensuite, la question, c'est comment on lutte effectivement contre le narcotrafic. Et moi, je trouve que sur ce sujet, qu'il s'agisse de monsieur Darmanin ou de monsieur Retailleau, il y a une forme d'inefficacité dans la lutte contre le narcotrafic. Pourquoi ? Mais les mesures n'ont pas encore été prises. Oui, mais d'accord, mais ça fait quand même des années qu'ils sont censés lutter l'un et l'autre contre le narcotrafic. Je trouve qu'ils sont inefficaces. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance qui a eu lieu à concentrer sur ce qu'on appelle le bas du spectre, c'est-à-dire sur les gens qui font le petit deal, qui font le trafic sur les petits points de deal. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, si jamais on veut frapper le narcotrafic, c'est frapper ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire ce que vous aviez appelé les caïds de la drogue. Et effectivement, c'est là qu'il faut taper. Sauf que sur ce sujet-là, gouvernement après gouvernement, ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur, il y a eu une forme de délaissement, en particulier du travail de police judiciaire. Il y a eu une baisse du nombre de policiers dans la police judiciaire. La police n'a toujours pas de logiciel fonctionnel. Ça, c'est quand même, ça devrait faire la une de l'actualité quand on parle de sécurité. 8 ans de travail sur un logiciel de la police nationale, 15 millions d'euros envoyés chez Capgemini, toujours pas de logiciel de la police nationale, alors que la gendarmerie en a un. Ça, c'est des moyens de base de la lutte contre le narcotrafic et d'une manière générale de lutte contre la criminalité organisée. Et le statut de repenti, les prisons spéciales, ça c'est une façon de lutter contre les caïds de la drogue, entre guillemets. Alors, avec qu'ont fait les Italiens, avec une certaine réussite, vous en convenez. Le statut de repenti, il faut expliquer ce que c'est. C'était une des seules mesures dans le texte sur le narcotrafic avec laquelle j'étais en accord. Parce que c'est une mesure qui permet d'obtenir des informations pour faire tomber des grands narcotrafiquants. Mais attention, ça veut dire qu'on fait des réductions de peine à des gens qui sont des criminels. C'est ça ce que ça veut dire le statut de repenti. Moi, j'étais d'accord avec ça parce que je considère que ce qu'il faut, c'est de l'efficacité dans la lutte pour ceux qu'on n'a pas encore attrapés. C'est ça que je considère être efficace dans la lutte. Donc ça, j'étais d'accord. Mais par contre, les super prisons de Gérald Darmanin, ça je suis pas d'accord. Et je vous explique pourquoi. Déjà, il y a une question de droit humain qui est posée et je sais que c'est pas l'argument qui intéresse les gens quand on parle des droits humains des prisonniers, mais je signale quand même que si on veut ne pas se comporter comme des narcotrafiquants, précisément notre devoir de républicain, c'est d'être au-dessus d'eux en matière de respect des droits. Mais apparemment, ça intéresse personne quand on parle de ça. Non, moi j'ai parlé à monsieur Darmanin de la question de la corruption. Parce que on concentre au même endroit des narcotrafiquants avec des très forts moyens corruptifs. Et ceux qui sont mis en danger par cette concentration de narcotrafiquants et de moyens corruptifs, c'est précisément les personnels pénitentiaires. Et moi, j'ai posé une question à monsieur Darmanin sur laquelle j'ai pas eu de réponse. Il m'a dit, oui, non, mais on va s'assurer qu'il n'y ait pas de la corruption à l'intérieur. D'accord, mais à l'extérieur ? Comment on protège les personnels pénitentiaires à l'extérieur de ces super prisons pour les narco-racailles et les narco-bandits ? Comment ils font ? Comment ils protègent les gens à l'extérieur de la prison ? Et quand je parle de corruption, je parle à la fois des moyens financiers, mais je parle aussi des moyens de pression. Je parle aussi des menaces. Je parle aussi de tout ce qui va viser les familles des personnels pénitentiaires. Sur ça, aucune réponse. Et je considère que c'est une mauvaise méthode. Bien. Le budget de la France 2026 commence à être travaillé par le gouvernement. François Bayrou n'a rien annoncé mardi, il a simplement dit qu'il annoncerait tout le 14 juillet. Bon, Antoine Léaumont, ça va être super la fête nationale. C'est la réalité, ce que je dis. Ça va mettre une bonne ambiance. Oui, non. Ouais, ça va mettre une bonne ambiance, quoi. Bon, mais Antoine Léaumont, est-ce que vous allez censurer le gouvernement ? Alors moi, j'ai essayé plusieurs fois. Si on veut bien s'en souvenir. À chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai appuyé sur le bouton pour censurer le gouvernement. Est-ce que là, vous allez déposer une motion de censure ? De toute évidence, il y a des raisons de censurer ce gouvernement sur la base de ces annonces. Est-ce que vous allez le faire ? On va en discuter. Mais moi, ce que je souhaite, c'est avant le 14 juillet ?
pour bien expliquer comment ça se passe. Oui. On a un nombre limité de motions de censure qu'on peut déposer. Oui. Si jamais on n'avait pas un nombre limité de motions de censure, on en aurait probablement, il y avait plein de raisons d'en déposer. Mais on essaye de trouver le moment où on se dit que cette motion de censure a le plus de chances de passer. Évidemment que si il y a des annonces qui sont faites qui vont dans un sens où on respecte pas les Français, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien il y a des raisons de voter une motion de censure. Néanmoins, le 14 juillet, non mais si attendez, je comprends bien. Il y a un risque, c'est que si jamais on fait pas avant le 14 juillet, eh ben il y a la question de la session. Exactement. Et la session ordinaire s'arrête le 30 juin. Exactement. Donc si on attend le 14 juillet pour déposer des motions de censure, nous-mêmes on est coincés s'il n'y a pas de session. Donc il y a un sujet qui est posé sur Donc sur, vous allez sur déposer ça. une motion de censure Moi avant. je souhaite qu'on en dépose une. Je souhaite qu'on s'organise. Ben, je ne sais pas, mais précisément c'est ça que je veux vous dire, Monsieur Baudin. Avant fin juin. Attendez, il y a des étapes entre temps. Oui, il va être Monsieur Bayrou devant la commission d'enquête sur l'affaire Betaram, qui le 14 mai. Le 14 mai, il passe devant une commission d'enquête. Il y a que deux issues à cette commission d'enquête. Soit il ment pendant la commission d'enquête, soit il dit la vérité dans cette commission d'enquête, et donc on constate qu'il a menti auparavant. Parce qu'il y a d'ores et déjà... Il n'a pas menti. Eh ben si, c'est pas possible. Parce qu'il y a d'ores et déjà... Nous verrons. Ah bah alors ça vous veut dire avant. Non mais ça veut dire qu'on va accuser 2 gendarmes et le juge Mirande d'avoir menti. Ça veut dire il y a 3 personnes qui auraient menti, qui donc se seraient mises d'accord. Il a menti. Mais donc, bien sûr, c'est l'évidence. Mais je veux dire, même sur les seuls propos qu'il a tenus publiquement, il s'est contredit. Donc il a menti. Conséquence pour moi, il doit y avoir une motion de censure derrière. Après le 14 mai. Mais la question est de savoir sur qui signe cette motion de censure. Est-ce que c'est une motion de censure collective ou bien est-ce que c'est une motion de censure où nous on la dépose individuellement? Mais c'est précisément ce que j'essayais de vous dire. Nous on n'a plus le droit, la France Insoumise tout seul, on n'a plus le droit qu'à une motion de censure. Donc il faut pas qu'on se rate. Parce que moi je fais pas des motions de censure pistolet à bouchon, je fais des motions de censure pour faire tomber le gouvernement. Je suis pas là pour jouer. Est-ce que le PS va vous accompagner? Faut leur poser la question. Non mais vous souriez. Non mais il faut leur poser la question à eux parce que la dernière fois ils voulaient pas censurer parce que je sais pas quoi François Bayrou était censé faire la retraite à 62 ans et puis que bon on avait négocié qu'il y avait un conclave sur les retraites. La vérité c'est que Monsieur Bayrou s'est pointé hier ou avant c'était hier je crois sa grande conférence de presse sur la vérité avant-hier sur la vérité permet d'agir. Lui qui est un menteur, il dit que la vérité permet d'agir, celle-là elle est quand même, j'avoue que je l'avais pas vu venir, et qu'il dit qu'il va falloir travailler plus, qu'on travaille pas assez, qu'on est des gros paresseux. Il dit ça aux infirmières qui se tuent à la tâche. Il dit ça aux ouvriers qui se tuent à la tâche, parce que des morts au travail, il y en a un très grand nombre dans notre pays. Il dit ça aux caissières, aux caissiers, aux gens qui travaillent, qui sont éboueurs. Il dit ça à qui exactement, Monsieur Bayrou, que les gens travaillent pas assez? Moi, j'aimerais bien avoir la réponse à sa question. Bien, à propos de travail, le 1er mai, les boulangers veulent rester ouverts. Et si les salariés des boulangers veulent travailler ce jour-là et être payés double, on peut les laisser travailler, non? Ah, le 1er mai, moi, c'est un jour qui est un jour sacré pour nous. C'est donc il faut pas changer la loi. C'est la fête des travailleurs. Faut pas changer la loi. Déjà, moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais moi, je laisse libre. Moi, je propose d'en rajouter. J'ai déposé une proposition. Rajouter des jours fériés. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. Et je trouve que c'est une grande date de notre histoire nationale qui n'est pas assez célébrée à mon goût. Faut-il, oui ou non, laisser travailler les salariés qui veulent travailler le 1er mai et être payés double? Moi, je considère qu'il manque des jours sur lesquels l'ensemble du pays a des jours communs. Alors on fait quoi après? On fait le 14 juillet aussi? Non ou pas? Moi, je suis assez défavorable à ça. Parce que il faut qu'il y ait des jours qui soient des jours sanctuarisés dans lesquels il y a un point d'intérêt au fait que on soit tous ensemble et tous réunis autour d'une date. Donc moi, je suis plutôt défavorable à ça. Et par ailleurs, on commence par ça. C'était la même chose sur le travail du dimanche. Ah, mais il faut laisser travailler les gens le dimanche, ils ont envie, etc. Donc, on a commencé par ça, et petit à petit, on a déstructuré des formes de temps de pause qui existaient dans la société et où on se retrouvait en famille, collectivement. Maintenant, c'est plus vrai que les gens peuvent réellement choisir de travailler le dimanche. Au début, c'était ça quand on a dit ouais, on va laisser les gens choisir. Maintenant, il y a une forme d'obligation pour certains de travailler ce jour-là. Et quand on laisse le capitalisme entrer par la petite porte, et ben ensuite il met non seulement le pied, mais il entre dans le bâtiment et il casse tout à l'intérieur. Vous croyez qu'on est vraiment dans le capitalisme là, chez un boulanger? Non, mais franchement. Évidemment, mais vous prenez l'exemple du boulanger. Non, mais vous prenez. Non, mais je parle pas l'exemple du boulanger. Mais vous prenez l'exemple du boulanger parce que personne n'a envie d'empêcher les boulangers de travailler. Certainement pas moi. Ni vous, non, mais bien sûr que non. Vous allez chercher votre pain. Ça fait toujours
plaisir à tout le monde d'avoir. Ça fait toujours plaisir à tout le monde d'avoir un petit croissant le matin. Bah, évidemment. Et voilà. Donc c'est prendre cet exemple-là qui fait que ça décale la discussion. Mais la vérité, c'est que c'est qui va se servir de si on change la loi sur ce sujet, qui va s'en servir? C'est pas le petit boulanger, c'est les grandes entreprises qui vont se servir de ça pour avoir mis le pied dans la porte. Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, est en colère contre vous. Pas contre vous personnellement, mais contre LFI. Pourquoi? Parce que son nom a été associé aux nazis responsables de la Shoah. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu. Bah alors il dépose plainte. Bah j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Vous condamnez. Bon, vous condamnez. Non, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai pas la phrase, j'ai pas le point de départ. Bah, alors je vous donne un autre exemple sur l'activisme de certains militants de LFI. À Carcassonne, des militants LFI accusent socialistes et communistes d'avoir favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ah ça c'est vrai, j'ai vu les affiches, j'ai vu... Socialistes et communistes. Oui, d'avoir favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors, faudrait revoir un petit peu ces cours d'histoire. Il y a eu une forme de division de la gauche qui a effectivement eu un impact assez fort, mais où, si vous voulez, c'était dans les années 33 en Allemagne. Mais parce que c'est toujours, mais c'est un grand débat sur la gauche, sur qu'est-ce qui favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il y en a qui vont vous dire, ce qui favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est de se laisser, avoir par les idées de l'extrême droite et d'une certaine manière de céder des petits bouts, et puis à la fin on a tout cédé et on se rend compte qu'en fait on est déjà dans un gouvernement d'extrême droite. Vous savez, quand j'entends Monsieur Retailleau par exemple dire des choses comme vive le sport, abat le voile, et ben moi je me pose quelques questions sur est-ce que ce gouvernement est de droite ou bien est-ce qu'il est de droite extrême ou bien est-ce qu'il est d'extrême droite. Ça me pose question sur pourquoi ça fait réagir personne d'avoir un ministre qui dit ça. Quand on est contre le port du voile, on est forcément d'extrême droite. Bah, je sais pas si on est français et si on défend la laïcité. Normalement, la laïcité c'est quoi? C'est une forme d'indifférence. Je vais y venir. C'est une forme d'indifférence vis-à-vis des religions. Je vais y venir, mais quand même, ce sont des militants LFI à Carcassonne. Donc vous les condamnez, j'imagine. Non mais moi le raccourci. Je condamne pas par principe mes militants, mais moi j'aimerais bien savoir exactement ce qu'ils ont dit. Ce que je dis, c'est qu'il y a un débat. Non mais ils accusent socialistes et communistes d'avoir favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas de quoi il parlait. Ce que je dis, c'est qu'il y a un débat sur le sujet entre ceux qui disent c'est en cédant, et en gros c'est les sociodémocrates qui font arriver l'extrême droite au pouvoir, et ceux qui disent c'est en ne cédant jamais et en étant comment on dit insoumis d'une certaine manière et en ne cédant sur rien qu'on favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Moi, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'on favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir quand on s'habitue au racisme, quand on se laisse avoir par la xénophobie, quand on commence à céder des petites choses à l'extrême droite et qu'on se retrouve avec des chaînes de télé qui, par exemple hier sur CNews, font une émission de télé consacrée à taper sur nos compatriotes qui portent le voile en disant des choses scandaleuses comme le voile est incompatible avec le drapeau tricolore. Bah bon sang, si on en est là dans notre pays, ça m'inquiète beaucoup. Alors justement, vous, à LFI, les députés, vous voulez proposer une commission d'enquête sur l'islamophobie, c'est bien ça. Hein? Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi il y a un tel développement. Je vous coupe, pardon. Évoluer le rôle des médias, des réseaux sociaux et des discours politiques dans la construction de stéréotypes négatifs à l'égard de l'islam. Bien sûr. Je dis bien de l'islam. Oui, bien sûr. En l'occurrence, l'islamophobie, c'est quoi? C'est les gens qui se mettent à détester d'autres gens en raison du fait qu'ils ont une religion. Mais je voudrais dire un truc quand même. Critiquer l'islam. Mais critiquer l'islam, l'islamophobie. Mais non, critiquer l'islam, ça fait partie justement du droit à critiquer des religions. On a tout à fait le droit de critiquer une religion, alors, le terme est impropre. Une autre. Pourquoi? Parce que vous critiquez une religion. Oui. Vous ne critiquez pas, critiquer une religion, c'est permis Monsieur dans Bourdin, notre République. Mais précisément, on a le droit de critiquer. Heureusement. On a le droit de critiquer une religion. On n'a pas le droit de s'en prendre à quelqu'un en raison du fait qu'il a une religion. Normalement, jusqu'à il y a pas très longtemps, tout le monde était à peu près d'accord pour cette vision-là de la laïcité, c'est-à-dire critiquer une religion. Oui, d'ailleurs, ça fait partie d'une certaine manière d'une partie de notre histoire. Enfin, moi, je me souviens de quelques textes de Voltaire qui se moquaient de la religion catholique en disant que les catholiques c'était des cannibales. Il disait ça quand même, Voltaire, sur le fait que quand on communie, on est censé manger le corps du Christ et il est traité de cannibale. Pour essayer d'interpeller sur ça. Mais critiquer une religion, c'est pas du racisme anti-musulman. Mais bien sûr que non. Mais critiquer alors
Mais précisément, critiquer une religion ne pose Donc pas de c'est problème. possible. Donc Oui, il y a non, mais pas attendez. d'islamophobie. Non, je suis Non. pas d'accord. Parce que Ah bah. qu'est-ce qui se passe exactement quand C'est là où je comprends il y a pas. CNews qui fait une émission entière en disant le voile est incompatible avec le drapeau tricolore. Est-ce qu'on critique une religion ou bien est-ce qu'on critique les gens qui portent le voile? C'est ça la question qui est posée. Et là, ça n'est plus la même chose parce que là, c'est de l'incitation à la haine. Des musulmans. Non, oui, bah voilà. Oui. Et ben c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Eh ben oui, c'est pas pareil. L'islam, c'est pas du tout pareil. Eh ben oui, c'est pas du tout pareil. Vous ne faites pas la différence. Mais bien sûr que. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, Monsieur Bourdin, à votre micro? Je fais précisément la différence. Et je vous dis une chose. Et par ailleurs, je veux dire une chose qui soit une chose bien claire. 50% de nos compatriotes n'ont aucune religion et en ont par-dessus la tête qu'on passe notre temps à parler de religion. Oui. Le vous reste, en parlez beaucoup. Le reste des, mais bah, évidemment, il y a des compatriotes qui sont. Non mais attendez, vous en parlez beaucoup de religion. Vous les premiers, vous êtes les premiers. Mais c'est même votre. Monsieur Bourdin, il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils sont musulmans. Il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils sont juifs. Oui. Notre devoir de républicains est de défendre les gens qui sont menacés en raison de leur religion. Et moi, je dis à nos compatriotes musulmans et à nos compatriotes juifs qui sont en particulier menacés dans cette période assez sombre de notre histoire. Je leur dis que notre devoir de républicains, c'est d'être tous ensemble, unis, fraternels autour justement de notre devise liberté, là, égalité, fraternité. Là, on sera tous d'accord. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Je vous pose une autre question qui est complémentaire. Est-ce que blasphémer, c'est critiquer l'islam? Non, blasphémer, enfin, le droit au blasphème, c'est la possibilité de critiquer n'importe quelle religion. Est-ce que c'est un délit à vos yeux ou pas? Mais non. Bon. Mais c'est pas un délit. Non, mais je vous posais la question. Mais je comprends pas pourquoi il se pose. C'est écrit dans. Se pose. Mais c'est écrit dans la loi si c'est un délit ou si c'est pas un délit. Est-ce qu'il y a écrit? Parce que certains religieux remettent en cause. Non, mais moi je suis pas religieux, Monsieur Bourdin. Le droit au blasphème. Monsieur Bourdin. Pas vous. Moi je suis pas religieux. Moi je suis législateur. Non, mais moi je dis que certains remettent en cause le droit au blasphème. Moi je dis qu'il y a des choses qui s'appellent le code civil, le code pénal, la Constitution, et que dans la Constitution. Attendez. Dans la Constitution, il y a aussi quelque chose qui est dit. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord? Ça fait partie de notre bloc constitutionnel. Et il faut prendre les deux questions. Ça veut dire que ni la religion ne doit menacer l'ordre public, et ça il peut pas en être question, mais ni on ne doit menacer quelqu'un en raison de ses croyances, même religieuse, dit la Constitution de la France et de la République française. Concrètement, qu'allez-vous faire? Vous allez convoquer, je ne sais pas si vous parlez des médias, CNews en particulier. Est-ce que vous allez convoquer, je sais pas moi, des animateurs, des patrons de chaînes, des... Eh ben moi déjà, j'aimerais bien que cette commission d'enquête puisse voir le jour, parce que comme vous le savez, peut-être on a un droit de tirage. Et cette année, en l'occurrence cette année, c'est nous qui l'avons. Enfin, c'est moi qui suis le rapporteur de notre commission d'enquête sur la question des élections. Et on a d'ailleurs convoqué un certain nombre de médias, un certain nombre d'instituts de sondage. Tout à l'heure, je reçois les réseaux sociaux parce que tout ça fait partie de la vie démocratique de notre pays. Mais quand il y a une chaîne de télé qui passe, je sais pas combien de temps ça a duré sur CNews, j'ai pas regardé. Moi, j'ai juste vu passer le truc en me disant, mais c'est quand même, ils sont dingues ces gens. Ils vont passer 1 heure ou 2 heures à débattre du voile. Alors que, et sans doute qu'ils invitent même aucun musulman sur le plateau pour en discuter, c'est quand même un peu spécial. Ben, il faut regarder l'émission. J'en sais rien, j'ai même eu. Enfin, moi, j'ai pas regardé, mais. Bah, j'ai pas regardé non plus. Oui, mais avant de critiquer, il faut regarder. Non, c'est vrai. Mais j'ai un peu l'habitude. Non, mais c'est la règle d'or. Il y a quand même ça aussi qui commence à bien faire, c'est qu'on parle sans arrêt de cette religion, sans jamais qu'il y ait personne qui soit concerné par la religion qui vienne dire des trucs. Est-ce que vous allez déposer une proposition de loi visant à créer un délit d'islamophobie? C'est déjà, enfin, ça existe déjà. C'est déjà dans la loi que c'est interdit de menacer quelqu'un en raison de sa religion. C'est déjà puni par la loi. Non, mais un délit d'islamophobie? Non, mais c'est des. Alors, moi, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais attendez, on va pas reprendre le débat, mais c'est pas tout à fait pareil. Eh ben oui, mais c'est pas à moi qu'il faut demander si on veut augmenter la taille du code pénal, parce que moi, je me bats sans arrêt pour que le code pénal ne soit pas. Mais c'est déjà puni dans la loi. Non, Monsieur Bourdin, c'est déjà. Oui, on va pas refaire le débat sur la différence entre le racisme anti-musulman et l'islamophobie. C'est pas tout à fait pareil. Précisément, moi je vous dis qu'à l'heure actuelle, c'est déjà puni dans la loi de menacer quelqu'un en raison de sa religion. Bien. Et c'est d'ailleurs vu quand même que. Attendez, petite pause. Oui. Mais c'est pas assez puni. Vous savez qu'il y a 1 million d'actes racistes estimés dans notre pays. Le nombre de plaintes dans notre pays qui sont posées sur le sujet par an, vous savez combien c'est? C'est 12 000. Les faits anti-musulmans, combien en 2024? Je crois qu'on était à. Je crois que c'était 300, quelque chose comme ça. 173. Combien en 2023? Je sais pas. 242. Donc moins de faits anti-musulmans en 2024 qu'en 2023. Non. Comment non? Non, c'est pas forcément ça. Non, mais attendez, Monsieur Bourdin. C'est pas forcément, mais ce sont les chiffres. Non, parce que ça, c'est sur la base des plaintes qui sont effectivement déposées. Or, ça ne veut pas dire qu'il y en a eu moins.
ça veut dire qu'il y a eu moins de plaintes. Il y a eu beaucoup plus de faits antisémites. Il y a eu beaucoup plus de faits antisémites où il y a eu des plaintes qui sont effectivement déposées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu une très forte augmentation des actes antisémites et des plaintes qui ont été déposées sur ce sujet. Mais il y a un ensemble de faits racistes qui existent dans la société. Je vous dis, 1 million d'actes qui sont estimés chaque année. Et en l'occurrence, il y a que 12 000 plaintes qui sont déposées sur ce sujet. Moi, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience dans notre société. De la même manière qu'il y a eu un mouvement MeToo sur la question des violences sexistes et sexuelles, de la même manière qu'il est en train, j'ai l'impression d'avoir un sorte de MeToo sur la question des violences pédocriminelles, je pense qu'il est plus que temps qu'il y ait aussi un moment MeToo des violences racistes parce qu'elles sont très présentes dans la société française. Bien. Israël à l'Eurovision, oui ou non ? Bah moi, je suis pas favorable au fait qu'un État qui participe à une guerre génocidaire soit invité dans des émissions de ce type-là. Même si le chanteur est un rescapé du 7 octobre. Mais c'est la question est toujours posée. C'était la même chose la dernière fois. Mais en fait, il y a deux questions qui sont posées. Moi, c'était la même question sur les Jeux Olympiques. Si vous voulez, si vous voulez bien vous en souvenir. Moi, nous, ce qu'on disait, c'est que les athlètes, moi, j'ai rien à dire aux athlètes. Je m'en fiche, moi, des athlètes, de leur nationalité, c'est pas mon sujet. Moi, ce qu'on disait, c'était que représenter un État qui commet des crimes de guerre, qui commet des crimes contre l'humanité, ça c'est compliqué. Et donc ce qui était proposé pour les Jeux Olympiques par exemple, c'était qu'ils aillent sous bannière neutre. Moi je trouve que ça c'est une bonne formule. Sur la question de l'Eurovision, c'est très spécifique parce que le cadre de l'Eurovision il existe depuis longtemps. Le modifier, c'est particulier. En même temps, moi, je ne suis pas d'accord non plus pour que ça se transforme. La dernière fois, ça s'est transformé à pour ou contre Netanyahou. C'était ça, en gros, le débat sur l'Eurovision. Bon, ben, ça change le sens de la compétition qui est censée être une compétition autour de la musique. Antoine Léaumont, dernière question, puisqu'on approche de Pâques. Est-ce que vous avez vu que beaucoup de Français se tournent vers les religions, hein, mais pas que la religion musulmane, pas que la religion catholique, vers beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi, selon vous? Je sais pas, peut-être que dans un monde capitaliste où on nous dit qu'on ne travaille pas assez et qu'il faut se tuer à la tâche, que certains voient dans ce monde une forme de perte de sens. Et c'est pas très étonnant qu'il y ait une forme de perte de sens quand on nous dit ça, quand on nous dit qu'à part travailler, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis que quand on a du temps libre, il y a même pas assez d'argent pour faire quelque chose. Vous trouvez ça peut-être qu'il y en a encourageant? Vous trouvez ça encourageant? Moi, je me garde bien de donner mon avis sur le sujet des religions et de la foi personnelle et des convictions religieuses personnelles. Je ne dirai jamais les miennes, par exemple, publiquement, parce que je considère que quand on est député en particulier, c'est quelque chose qui est très particulier. Maintenant, si certains y trouvent le bonheur, eh bien qu'ils y trouvent le bonheur. Et j'ai une dernière question très politique, celle-là. Primaire à gauche ou pas pour la présidentielle? Pardon. Je change de sujet, mais... Non, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Alors, faut-il faire une primaire? Est-ce qu'on va faire une primaire? Parce que tout le monde en parle. Mais Marine Tondelier est la première. Super, on commence... Elle n'arrête pas d'inonder les médias pour nous dire il faut une primaire, il faut une primaire. C'est super, les primaires. C'est Marine Tondelier, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais alors, vous savez l'écho du monde politique. Non, vous avez raison, vous avez raison. Vous faites partie du monde politique. Moi, je vous dis, les primaires, qu'est-ce que ça produit? Ça produit, on se bat entre nous, alors que on est censé être plutôt d'accord. Petit 1. Petit 2, qui va voter dans les primaires? Les gens qui sont les plus intéressés par la politique. Est-ce que c'est les gens qui vont voter au final et qui vont choisir le candidat au final? Bah non, pas forcément. Et donc les primaires ont tendance... Bah attendez, la dernière fois qu'il y a une primaire qui a donné quelque chose, c'est François Hollande qui est devenu président de la République. Bah moi je suis pas sûr de vouloir encore un François Hollande président de la République. Donc vous êtes contre? Ah oui, bah moi le système des primaires, je suis contre. 8h58. Merci Antoine Léaumont. Merci Jean-Jacques Bourdin.